Mahdi Laïb, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi sur un sujet qui est assez auquel tous les jours on traite de ce sujet inconsciemment en se promenant en voiture le soir dans les villes que l'on parcourt, en regardant les bâtiments publics éclairés, les boulevards éclairés, les avenues éclairées, les rues. Nos éclairages de maison, etc. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je pense que on n'a pas été au fond de nos réflexions, nous, en tant que citoyens. Donc, j'avais envie de te poser des questions, te sortir de l'ombre, puisque ta société s'appelle Ombrage, et j'ai regardé un peu ce que tu faisais, c'est extrêmement intéressant. Te sortir de l'ombre pour nous parler effectivement de lumière, puisque c'est ton métier. Donc, je t'ai pris une petite minute de ton temps, et si tu peux nous dire juste en quelques secondes ce que tu fais, et j'attaquerai avec mes questions juste après. Ah À bah toi. bonjour, bonjour Slim. Alors c'est un plaisir de participer avec toi sur ce podcast. Alors bon bah mon nom c'est Mehdi, je suis concepteur lumière. En gros c'est un grand nom mais ça mélange plein de métiers. À la base, j'étais basketteur, donc tu vois que ça a quand même pas mal dévié par rapport au projet initial. Donc j'ai une formation en architecture, en ingénierie, aux Beaux-Arts, qui m'a permis, bah, après, de vraiment travailler sur un sujet que j'aimais, qui était la mise en valeur des bâtiments architecturaux. Alors j'ai commencé à Paris dans ma jeunesse, jusqu'en de 90 à 99. Et ensuite, bah, j'ai décidé de créer ma société, mais je l'ai créée au Canada, dans la partie Québec, donc la partie francophone. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a une société qui fait des projets un peu partout dans le monde et on réalise vraiment des choses incroyables. Donc, la lumière est un véhicule. La vé- Oui, Oui, je t'écoute. ok. La lumière est un véhicule qui rassemble tout le monde, bien sûr, Bon, pour le faire bah, intelligemment. on va justement en parler. On va commencer évidemment par le côté culturel de la lumière et les identités culturelles qui sont assez Ouais. importantes. Ça, encore une fois, je te disais, on n'y pensait pas, mais in fine, en creusant un tout petit peu le sujet, on se pose des questions si vraiment l'éclairage façonne notre perception de l'espace. Moi, j'avais une image que j'utilisais tout le temps. Je disais la lumière. C'est le vêtement des villes le soir. Voilà, c'était Ouais. ça toujours mon image. Et alors, est-ce que finalement la lumière peut aussi façonner notre identité? Ah, bien sûr. C'est un vecteur là qui n'est pas neutre. Il cadre le regard, il oriente les émotions. On crée une hiérarchie des lieux. On arrive à découvrir bien sûr du patrimoine, mais aussi tout l'aspect sécuritaire. Il y a l'aspect aussi visuel de ce qu'on veut refléter, que ce soit une société, une ville. Bien sûr, ça fait partie des points techniques et je dirais technologiques qu'on utilise aujourd'hui. Même chose pour vendre. Aujourd'hui, les concessionnaires automobiles, que ce soit des marques de vêtements, ont tous des concepteurs lumière parce que la lumière fait vendre. C'est un élément qui est hyper important dans le commerce. Euh, Donc, tu, tu permets que je t'interrompe parce que oui, oui, effectivement, ça fait vendre, mais au niveau de l'identité culturelle, parce que ouais, toutes les villes sont en train de se ressembler, et c'est la lumière qui est exactement. comment Mais finalement c'est cette identité culturelle transparaît à travers exactement. l'utilisation de la lumière. Bah, exactement parce que tout est une vente, hein, même dans une ville. Hein. Moi, j'ai des clients différents de plusieurs grosses villes et ils vendent leur ville comme ça. Je vais donner un exemple. On a travaillé sur le plan lumière de la ville de Montréal, qui était un plan lumière très très audacieux qu'on a commencé il y a pratiquement 30 ans. Euh, le vieux Montréal est un reflet de l'Europe. Donc, si tu prends les bâtiments du vieux Montréal, c'est ce qu'on peut retrouver un peu dans plusieurs villes d'Europe, en particulier du côté de La Rochelle, parce que c'était les premiers habitants qui ont immigré. Et donc, la ville voulait se diversifier et sortir je dirais du modèle américain, nord-américain. Et donc, on a travaillé le plan lumière du Vieux-Montréal différemment que partout dans la ville. Donc, on a créé une identité européenne en Amérique du Nord. Et c'est la seule ville, d'ailleurs, aujourd'hui, en Amérique du Nord, qui a un plan lumière qui ressemble à ce qu'on retrouve à Paris ou à Lyon ou dans des villes, des grosses capitales européennes. Donc, on a fait ressortir l'identité de Montréal à travers son patrimoine. Bien sûr, la ville
est complètement différente. Quand il y a le vieux Montréal, qui est un centre, je dirais aujourd'hui maintenant touristique, mais qui était le centre névralgique de la ville. Et après, il y a le centre-ville. Et le centre-ville, lui, ben, il est très, je dirais, américain, c'est New York, Toronto. Donc, c'est deux identités complètement différentes. Et pourquoi que la ville avait voulu à l'époque créer une identité plus culturelle, plus touristique? Bah, bien sûr pour attirer et vendre l'aspect touristique de Montréal, qui n'était pas une ville très vendeuse au niveau du tourisme avant. Donc c'est là qu'on crée toute cette finesse de lieu en fait. Et juste pour donner un exemple, on vient de terminer le plan lumière du centre-ville de Montréal, qui aujourd'hui est un centre-ville d'affaires, et on lui a donné une identité d'affaires. Donc, c'est pas du tout la même méthode de travail. On utilise des lumières plus puissantes. On travaille sur des places publiques qui attirent, bien sûr, des entreprises et tout ça. Donc, c'est là qu'on forme l'identité culturelle. Ouais. On le voit très bien, même nous, dans la ville d'Alger, les couleurs qui sont employées. Tu as dû venir il n'y a pas longtemps à Alger, tu as dû voir que Ouais, ouais, la voilà. ville est, inondée de lumière de toutes sortes, Ouais. euh, sans commentaire, sans autre commentaire de ma part. Mais finalement, on va pas dire les concepteurs, mais ceux qui ont pensé à ça voulaient refléter une identité. Est-ce qu'ils ont réussi ou non? Oui, oui, il y a une identité qui transparaît, mais est-ce la bonne? Ça, c'est d'autres questions. Alors, Ouais. finalement, on revient à cette lumière qui peut façonner, en fait, qui peut être un outil, un langage qui permet justement de façonner ou raconter une histoire du lieu, de la ville, de l'objet, etc. Parle-nous un peu de cette utilisation finalement de la lumière comme un outil extrêmement puissant de communication, puisque comme tu le disais depuis le début. Alors, il y a plusieurs, je dirais, technologies aujourd'hui qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut, du bon et du moins bon. Surtout dans la couleur des températures des lumières. On utilise beaucoup la température, ce qu'on appelle de lumière chaude, qui est en dessous de 3000 degrés Kelvin, qui est une norme, je dirais, d'éclairage qu'à peu près tout le monde connaît, beaucoup plus en Europe qu'en Afrique du Nord, mais même en Afrique. Et même au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on aime utiliser les couleurs très froides, et ce qui crée pour moi vraiment une agression visuelle. En plus, les normes européennes ou américaines sont quand même assez similaires. Et je vois ce qui se fait, que ce soit en Algérie ou un peu partout au Maghreb ou en Afrique, ils utilisent des quantités de lumière qui sont 2 à 3 fois plus puissantes. Alors ça donne pour la personne qui ne connaît pas un aspect sécuritaire, mais ça crée vraiment un contraste qui est trop gros. Et on arrive après avec des quantités de lumière et très froides à vraiment une agression visuelle. Et ça, c'est ce que je retrouve un peu partout. J'ai vu quelques projets, que ce soit en Algérie ou ailleurs, où une rue était éclairée à peu près 5 fois les niveaux d'éclairement. Là, on arrive vraiment je dirais, dans une aberration totale parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ces niveaux-là. Et en plus, notre œil, il s'habitue pas la nuit à ce taux de lumière. Donc, c'est important de bien jauger où est-ce qu'on va avec ça. Surtout que les technologies aujourd'hui nous permettent de faire du contrôle et de diminuer, par exemple, à partir de minuit, les intensités ou de diminuer ou de contrôler aussi je dirais les allées et les venues des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer dans toutes les villes, je dirais, du Maghreb, surtout en Algérie. L'aspect sécuritaire est important, mais c'est pas la quantité de lumière qui crée la sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire sortir de la mentalité des gens, parce que c'est ce que j'ai vu en allant en Algérie, dans des endroits qui sont hyper éclairés et d'autres endroits qui sont très sombres. Donc le contraste est trop variable. Et c'est là que ça crée un sentiment, je dirais, même d'insécurité, parce que les gens sont plus habitués à vivre avec une pénombre. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, c'est très intéressant. Puis tu me tends la perche pour la troisième question qui interpelle tout le monde, c'est l'écologie. La lumière et l'écologie, Complètement. c'est cette contradiction où il y a une débauche de consommation d'énergie pour éclairer les villes. Et il y a des villes qui ne lésinent pas du tout à cette consommation parce que justement, tu parlais de sécurité. Les gens se sentent plus en sécurité dans une ville très éclairée que dans une ville en mode pénombre. Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est un gros sujet. Le débat de l'écologie est important. Alors, pour deux raisons. Faut voir l'histoire aussi de la lumière. L'histoire de la lumière a toujours été créée par des industries qui fabriquaient de la lumière jusqu'en 2005. Donc, ces industries ont toujours évolué d'une certaine manière, donc avec une consommation qui était quand même assez élevée quand on compare à ce qu'il y a aujourd'hui.
À partir de 2005, c'est des industries d'électronique qui ont pris la relève. Donc l'électronique a changé le mode de fonctionnement de distribution et de vente de la lumière. D'ailleurs, la plupart des compagnies qui existaient il y a 50 ans en éclairage n'existent plus aujourd'hui ou sont reléguées au deuxième rang, un peu comme dans les voitures électriques et les voitures classiques. Donc là, l'industrie d'électronique aujourd'hui a développé des systèmes OLED qui sont beaucoup plus économiques. Par contre, le gros problème de ça, c'est que la LED, elle est très brillante, elle est très agressive. Et on a utilisé, bien sûr, l'aspect écologique en disant bah, une LED consomme entre 5 et 50% ou 60% même d'énergie par rapport à une source classique. Donc les gens ont pris les mêmes calculs de base et se sont basés, je dirais, en disant, bon, on consomme 20 watts, on va utiliser 20 watts OLED. 20 watts OLED, c'est très puissant. On est vraiment dans des projecteurs. Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des villes. Donc les gens ont remplacé un wattage pour un wattage et se sont rendus avec des niveaux de lumière qui sont beaucoup trop élevés. Alors, oui, certes, on a économisé, je dirais, au niveau wattage, parce qu'avant, une ampoule de 20 watts consommait pour 100, on va dire. Aujourd'hui, on a 20 watts. Mais par contre, le niveau de lumière est le même. Alors ça, c'est un gros enjeu. Là, il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'application, que ce soit des villes, des gouvernements, pour mettre des barèmes. Il en existe, il y a des associations, des normes aussi qui sont utilisées en Europe et en Amérique aussi pour ça, qui ne sont pas appliquées en Afrique. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et je pense que l'aspect écologique va se jouer dans le contrôle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'aspect contrôle de lumière, de flux qu'on peut lui donner en fonction des heures, et il est là l'aspect d'économie. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les gens aussi qui ont des problèmes de sommeil. La lumière LED, elle est quand même pas mal bleue au niveau de la source. Donc, c'est sûr que si vous avez un lampadaire en face d'un appartement au centre-ville d'Alger qui envoie 2 fois plus de lumière qu'il y a 20 ans dans l'appartement, bah, c'est certain que ça va créer un paquet de soucis aux gens qui veulent dormir. Et aussi au niveau des animaux, au niveau de la végétation, à suréclairer, bah, on donne pas de pause nocturne à ces animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, on travaille énormément sur ce genre de dossier. On a fait la mise en lumière du pont Jacques-Cartier à Montréal que vous pouvez voir sur YouTube. Vous avez le pont Jacques-Cartier. On a Ouais. travaillé là-dessus et on a travaillé sur, qui est un des plus grands projets au monde d'ailleurs au niveau éclairage. Et on a travaillé sur l'aspect de la lumière qui était projetée dans l'eau. Donc on a fait des études avec ça pour éviter que toute la faune et la flore du fleuve Oh. Saint-Laurent soit contaminée et aussi de travailler sur l'aspect migratoire des oiseaux. Donc, quand il y a la période de migration des oiseaux, la lumière est une couleur différente pour éviter qu'il y ait des percussions dans le pont ou que les oiseaux ne le voient pas. Donc, c'est ça. Donc, Ben, on est vraiment ouais, très, très, ouais. très, très loin là-dedans. Là. Bah, oui, oui, c'est en fait, le sujet est extrêmement vaste. Ouais. Quand tu commences à aborder les questions écologiques, évidemment, la question du soleil est aussi au cœur probablement de la problématique de l'éclairage. Est-ce que vous intégrez, je parle pas uniquement de l'énergie solaire en tant que telle, mais l'éclairage dans des pays extrêmement ensoleillés comme les nôtres, ce que je Mm. vois un peu, je vois tous ces bâtiments qui sont tout en verre, etc. C'est vrai qu'on a envie de copier ce qui se fait ailleurs, mais c'est une aberration. Je pense que tout le monde le sait. Euh, Peut-être que tu peux nous en dire un petit mot sur Ouais. ce sujet. Ouais. Oui. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait sur des bâtiments de bureaux, des grandes tours à bureaux. On connaît la position du Soleil. Avec les architectes, on arrive à se positionner au niveau de l'emplacement. On connaît la position du début, du lever, du coucher du Soleil. Donc, on arrive exactement à savoir quelle quantité de lumière rentre dans un bâtiment. Après, il faut les outils pour le calculer. Nous, on arrive à faire ça. On arrive à calculer qu'est-ce qui rentre dans un bâtiment, à partir de quelle heure. Et c'est là qu'on joue dans les systèmes de contrôle. On se dit, bon, si le Soleil arrive de 9 heures à midi le matin dans les bureaux, on peut économiser 80% d'éclairage. L'apport de lumière est suffisant, mais le Ouais. système s'adapte. S'il y a besoin de compenser pour 8% de lumière, on le fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos projets maintenant. C'est pas tous les bureaux qui ont compris cette motivation-là, parce que, vous savez, le truc là-dedans pour l'écologie, là, moi, ce que j'ai compris, plus ça coûte cher, plus on va être écolo. Ouais. Plus l'énergie va être chère, plus elle va être écolo. C'est le cas, je le vois quand on fait des projets sur la côte ouest américaine ou canadienne, l'énergie est pas du tout la même. Le coût de l'énergie est
effarant. Donc, c'est certain que ces entreprises-là n'ont pas eu le choix de faire des réductions d'énergie. C'est ce qui s'est passé aussi à Paris et en France là dernièrement avec la guerre en Ukraine où l'énergie a explosé. Eh ben, il a fallu vraiment travailler sur un protocole d'utilisation de l'énergie intelligent et la lumière en fait partie. Donc, si vos bureaux sont éclairés de 11 heures à 3 heures de l'après-midi avec une source de solaire extérieure, on a vraiment besoin d'une petite compensation. Et là, on sauve des quantités d'énergie énormes. C'est la même chose pour les villes. Pourquoi on éclaire à 100% au début du coucher du soleil, ou que lieu d'y aller progressivement, vers je dirais le pic vers 9, 10 heures le soir, l'hiver, et redescendre après avec ces systèmes-là. Donc on est dans ce genre de choses. Ouais. Il faut simplement éduquer les gens. Ouais. C'est de l'éducation, hein. Il faut éduquer, sensibiliser, c'est ce que j'allais te dire. Il y a un gros travail d'éducation. Je pense qu'il faut commencer Énormément. déjà commencer au niveau de l'école, au niveau des foyers, au niveau des entreprises. Il y a un gros travail à faire et probablement des gens qui maîtrisent le sujet, des experts un peu comme tu es et certainement d'autres. Ouais. Ça va être leur rôle. Bon, je n'en connais pas sincèrement encore en Algérie. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas fait. J'ai pas réussi, ouais. J'ai pas réussi à trouver de. J'ai pas d'écho que ce métier-là intéresse quelqu'un, mais en réalité, il est au cœur de notre problématique. On est en train de consommer du gaz comme des fous et on est en train d'atteindre un niveau de consommation euh, qui va être alarmant pour nous parce que nous avons besoin d'exporter du gaz, même si on a besoin aussi de créer de la valeur ajoutée, mais consommer du gaz comme on est en train de le faire sans se préoccuper évidemment des économies que l'on pourrait faire, c'est de mon point de vue une aberration. Alors avant d'arriver à la dernière question, qui est pour moi une question Ouais. aussi essentielle, j'avais juste une petite question que j'avais en tête et que j'avais notée. Pour toi, quel serait le projet le plus audacieux, hein, où l'éclairage a transcendé réellement sa fonction utilitaire pour raconter une histoire ou éveiller une émotion particulière? C'est c'est une idée pour toi, c'est-à-dire que Ouais. qu'est-ce que tu verrais comme projet comme ça? J'ai un projet audacieux on a au-dessus de 4000 projets de réaliser. Donc, ils sont tous intéressants, là. Aussi gros que des petits. On a des très, très grands Ouais. projets. J'ai un projet audacieux qu'on a fait avec une équipe à Montréal, qui est le pont Jacques-Cartier, qui est le projet dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas aucun pont qui fait exactement ce qui a cette valeur, parce on a ajouté en 2017 l'intelligence artificielle sur ce projet. Ah, Donc, il y a une super. mise en lumière du pont. Hmm. Le pont est autonome aujourd'hui à 100%. Alors, ces personnes qui dirigent le contrôle, qui fait la scénographie, tout ça, l'intelligence artificielle gère tout ce qui se passe sur la lumière de ce pont. Et je vous invite à voir la vidéo sur Ah oui. YouTube. C'est une vidéo qui dure 15 minutes à peu près, où on a mis même je dirais, un orchestre symphonique de Montréal qui a joué à l'ouverture pour voir comment réagissait le pont. Et tout était, je dirais, vraiment avec le feeling de l'intelligence Incroyable. artificielle. Et ça, c'est en 2017, hein. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, le pont, ce qu'il fait, c'est qu'il vit avec la ville. L'hiver, à Montréal, il fait froid, donc quand il y a des périodes très creuses où il n'y a pas beaucoup d'activité, l'éclairage est très doux, très soft. C'est une petite couleur qui choisit, parce qu'elle est, comme je vous dis, elle est choisie en fonction de ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, bah, c'est tous les fils RSS qui se passent sur X, sur Twitter, tous les réseaux sociaux. Un exemple, quand il y a un match de hockey à Montréal, ben là, le pont est plus dynamique. Quand la ville, le soir, le Grand Prix de Formule 1, tout le monde se texte, tout le monde. Donc là, tous les fils RSS sont reliés et le pont réagit avec ça. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est innovateur et qu'on peut adapter à ce qu'on veut. Ça, ce serait mon projet Magnifique. qui est vraiment qui out of the box, comme on dit là. Ouais, ouais, Non, mais j'en apprends des choses, hein. C'est extrêmement intéressant, hein, extrêmement intéressant. Alors, la dernière question aussi, peut-être que tu connais un peu ma sensibilité aux questions de développement du futur de l'Algérie, à des questions, on va dire, ouais, politiques entre guillemets, sans que ce soit trop gênant. Euh, Est-ce qu'on peut dire finalement que la politique d'un pays, à travers la manière dont il éclaire ses villes et son patrimoine est utilisé finalement pour imposer une certaine mise en scène. On va pas dire du pouvoir, oui, du pouvoir en place. À l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer un éclairage qui symbolise plus la transparence, la démocratie ou même la contestation dans certains cas?
Ah, bien sûr, on le voit dans plusieurs pays où la lumière sert de vecteur, hein, que ce soit la Russie, l'Azerbaïdjan. Si vous allez à Bakou, vous allez voir qu'ils s'en servent pour faire passer des messages politiques sur les bâtiments qu'ils ont. Tout. Bien sûr, c'est un vecteur de communication. Hein. Oui. Mm, mm. Aujourd'hui, moi, je pense que le beau vecteur qu'on pourrait avoir pour la ville d'Alger, c'est un patrimoine magnifique. Imaginez moi, de toute façon, c'est ce qu'on est en train de penser, nous, de créer notre agence à Alger. Mm. Parce que faire ce qu'on a fait dans le vieux Montréal, ça a pris 20 ans. Mais faire ça aujourd'hui à Alger, on aurait une des plus belles villes, la plus belle ville, tant qu'à moi, d'Afrique, de nuit. Et ça, je le garantis. On sait faire, on connaît. Après, il faut les pouvoirs politiques pour faire tout ça. Mais imaginez que cette ville devient le phare complètement de ce qui se passe, que par l'architecture est magnifique. Et il y a plein d'endroits en Algérie où on peut faire, regardez le pont à Constantine, si on faisait quelque chose avec ça, on serait... Aujourd'hui, vous savez, les jeunes, ils communiquent par des réseaux sociaux, ils communiquent par le visuel. Ouais. C'est pas dans l'audio, c'est pas dans le texte. On est plus Ouais. vieux, on a lu des Ouais. livres. Les jeunes aujourd'hui, ils lisent plus. Moi, mes enfants, ils prennent des textes sur TikTok, machin, mais ce qu'ils regardent, c'est du visuel. Et je le vois Ouais. avec nos projets. On vient de faire, là, dans Montréal, une vingtaine de murales qui sont peints sur des revers de bâtiments qui sont moches. Là, il y a des artistes, un groupe qui s'appelle Mu, qui fait vraiment des messages, que ce soit des messages aussi politiques, parce que des fois on a eu des gens qui ont fait de la politique qui a fait évoluer le Québec au niveau francophone, mais là on fait des murales donc qui font 60-80 mètres de haut, et nous on l'éclaire et on travaille, on fait même du vidéo par-dessus. On pourra crémenter cette chose. Et là vous pouvez passer ce que vous voulez comme genre de message, et c'est très intéressant. On a une trentaine de murales qui sont faites comme ça aujourd'hui. Et c'est magnifique. Et c'est là qu'on arrive à vraiment communiquer. Après, le message politique qu'on veut lui donner, c'est facile là-dedans. On le voit en Russie, hein, c'est fait comme ça. Hein. En Russie, il y a plein de messages politiques qui sont passés. Aux États-Unis, c'est la même chose. Quand vous voyez un match de football aux États-Unis, de football américain, bah, la lumière, c'est quand même un élément qui est incroyable. Hein. Vous pouvez faire un drapeau américain sur un stade au complet. Bien sûr, Ah. ça amène l'aspect patriotique. Hein. Donc, Ouais. c'est ça. Hein. Écoute, Mahdi, tu nous as beaucoup enrichi concernant la lumière. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Je t'en remercie. Et tu voudrais dire un dernier mot? Ah, je voudrais dire un dernier mot. Ouais, ben moi, l'Algérie me tient à cœur, c'est clair. C'est le pays de mes ancêtres. Je veux travailler à Alger. Je veux faire le plus beau projet d'Algérie. Ça, c'est clair. Voilà, c'est ça mon mot. Tu sais que tu as employé le mot phare, mais quand tu regardes la baie d'Alger le soir, aujourd'hui, il y a un phare qui s'est Ouais, finalement imposé, c'est le minaret de la nouvelle mosquée. Comme c'est un minaret ouais, moderne, tu as vu, ils ouais, ont la structure supérieure, ils l'ont faite en éclairage extrêmement intensif et fort, ouais, qui se voit à une centaine de kilomètres, voire plus. Hein. ouais, ouais, C'est incroyable. exactement. Ouais. Ouais, Bah écoute, je te remercie encore une fois. bah Si, merci. si tu as rien encore à nous enrichir encore, la seule chose qu'on peut te dire, viens vite. Il y a beaucoup de Bien choses à sûr. faire. Moi, je suis Ouais, un gros consommateur de lumière. D'ailleurs, j'ai besoin de me réveiller avec un projecteur dans le visage. ah ouais, C'est un besoin physiologique, ah ouais, il y a des quasiment. gens comme ça qui, ouais, Moi, ouais. j'ai besoin de me réveiller avec beaucoup de lumière. Tout doit être ouvert, la lumière même allumée alors qu'il y a du soleil. Je suis un très mauvais exemple, mais je crois beaucoup aux vertus de la lumière et je pense que à travers la lumière et à travers les exercices que vous allez réaliser ou les projets que vous allez réaliser en Algérie, vous allez apporter beaucoup de on va dire à la limite, je vais dire de bonheur parce que la lumière Ouais. apporte du bonheur dans certains cas. Bien sûr, je vais juste finir Ouais. pour rebondir sur ça, c'est qu'on a créé, il y a une ville dans la région du Québec qui s'appelle Saint-Jérôme, qui est au nord de Montréal, qui était une ville quand même assez pauvre, fait avec beaucoup de difficultés. Et la ville perdait vraiment beaucoup de gens au centre-ville. Et on a contribué, nous, sur un plan lumière qui est vraiment très, très, très élaboré. Et on a complètement changé l'aspect visuel de cette ville. Que ce soit les bâtiments, les églises, les bâtiments religieux, la gare, les aspects, les places publiques, on a même été quand même faire des choses assez éclatées pour attirer aussi les gens, et ça fonctionne. Ça Ouais. fonctionne. Aujourd'hui, on a un retour, les commerçants, les restaurants, tout ça nous dit qu'il y a un retour des gens au centre-ville. Avant, c'était pas intéressant le soir. On arrivait là-dessus, Ouais. c'était moribond. Et donc, voilà, l'aspect sécuritaire, l'aspect redéveloppement passe par la lumière. Ça, c'est Ouais. définitif. Ça, c'est
Bel exemple. La lumière, c'est la vie, finalement. Tout simplement. Exactement. Voilà. Sans ça, sans ça, on serait pas là aujourd'hui. Je te remercie beaucoup et Merci, je Slim. te dis au plaisir de te voir à Alger dès que tu passes Bien sûr. et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.